Tout a commencé par un bar, puis un deuxième, puis un hôtel, puis un deuxième. C'est d'ailleurs ici que je suis, reçu aujourd'hui. Je suis avec, l'un des fondateurs, du groupe, Expérimental. Bonjour Olivier Bon. Bonjour Maxime. Merci beaucoup de m'accueillir, chez toi. On est donc dans un de tes hôtels. Tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve? Oui, donc ici on est donc, à l'hôtel Les Grands Boulevards. C'est dans le 2e arrondissement de Paris, qui est notre, 2e hôtel parisien, qui est pas notre deuxième hôtel, c'est un troisième hôtel puisqu'on avait ouvert, Londres, en même après Grand Pigalle. D'accord. C'est un hôtel de 50 chambres qui est, un peu notre flagship, parce que c'est grand, les chambres sont, bien réfléchies. On a un grand restaurant, on a un rooftop, on a un bar à cocktails, donc c'est un peu toute la panoplie de l'hôtel parfait. Ouais. Qui est ouvert en quelle année? A ouvert, je suis un peu perdu dans les dates, mais je dirais qu'il a ouvert en 2000, il a maintenant 6 ans, donc je vais te dire elle est ouvert en 2018, ouais. Donc après le Grand Pigalle? Ouais, tout à C'est fait. hein? OK. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que j'ai eu la chance, et merci de m'avoir, invité. J'ai pu séjourner donc au Grand Pigalle la nuit dernière, donc j'ai pu découvrir l'expérience, comme un Parisien, à Pigalle, Génial, proche de Montmartre. génial. Donc c'est un épisode, partenaire, donc c'est toi qui m'as invité. En fait, on voulait travailler ensemble pour pouvoir, communiquer avec nos audiences Oui, respectives. oui. Hem, Avant qu'on rentre un peu trop dans le détail de ce qu'est le groupe, moi j'aimerais aussi savoir, qui tu es toi, Olivier. C'est quoi un peu ton parcours pro et perso? Ouais, d'accord, alors, c'est assez, on va dire, pas atypique, mais c'est vrai qu'on a, mes associés et moi, on a un parcours assez similaire. On a un cursus, plutôt classique puisque mes partenaires ont fait des études, même jusqu'à la fac, en entrepreneuriat Dauphine, un autre qui est resté au Canada et cetera. D'accord. Moi, j'ai fait des études de la mode, mais ce qui nous a vraiment toujours réunis, c'est qu'on était passionnés par l'hospitality sans le savoir déjà depuis très Mmh. longtemps. Déjà par nos familles, que ça soit mes associés ou moi, on a toujours eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient dans la générosité, dans le partage, dans l'amour de recevoir, et c'est vraiment un truc qu'on a toujours, eu entre nous. Et Tu as pas de famille d'hôteliers, hein? non, pas du tout, Ouais. pas du tout. Voilà, et puis, c'est vrai qu'on a toujours été réunis là-dedans. On a commencé à organiser des soirées quand on était plus jeunes. Certaines soirées qui sont restées légendaires dans mon lycée parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de Toi, tu es de Montpellier, hein, c'est ouais, ça? je suis de Montpellier. On est tous les 3 de Montpellier. Et puis on était passionnés très jeunes on était très épicuriens, donc goûter un vin plutôt que goûter une bière, et puis, essayer de fumer un cigare plutôt qu'une cigarette, et on essayait de comprendre pourquoi, les différences de prix entre les produits. On était vraiment à fond sur le produit déjà très jeunes. Mmh. Complètement, sur un autre monde vis-à-vis de nos copains qui s'en fichaient complètement, et on a toujours été Tu comme cherches ça. plutôt la boisson pas très chère quand on a Exactement. cet âge-là, et plutôt que la qualité. Et je me suis toujours, je pense que c'est un peu le cas de mes associés, mais je me suis jamais senti à ma place au lycée, au collège. J'avais l'impression qu'il fallait que je voyage, qu'il fallait que je vois autre chose que ma ville natale, et j'essayais d'être original dans plein de domaines. On est encore exactement comme dans la gastronomie, mais aussi pour d'autres choses. J'étais intéressé par la mode parce qu'il y avait un truc qui m'excitait beaucoup, c'était l'événementiel, les shows, les fashion shows, Mmh. qui est un truc que j'ai retrouvé après dans la restauration et dans Ouais. l'hôtellerie, qui est ce côté, préparer des collections pendant hyper longtemps et en fait de la présenter pour 15 minutes, et en fait les gens sont émerveillés. En fait, il y a des milliers d'heures de boulot, qui ont été faits avant, et ça c'est le truc qui m'excite encore beaucoup dans mon métier. Mmh. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un métier. Quand je suis arrivé à Paris à 20 ans, j'ai fait une école de mode, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, trop compliqué, beaucoup de gens qui gravitent autour de ces métiers qui sont un peu, je ne veux pas faire de commentaires, mais qui sont un peu décevants et Mmh. peu talentueux Très clairement, dans voilà. le cliché, il y a un côté quand même assez superficiel qu'on retrouve Exactement. dans la Quelque mode. chose qui m'a beaucoup déçu quand j'avais 20 ans. Je me suis complètement perdu là-dedans en me disant: «Mais attends, ça Ouais. n'a aucune». Tu t'y Alors retrouvais pas en termes de voilà, valeur, je dis pas qu'aujourd'hui en faisant de l'hospitality, je sauve des vies, hein, loin de là. C'est quelque chose aussi, très, dans le plaisir, très qui reste assez quand même superficiel. Quand on sert un cocktail, c'est quelque chose, c'est du plaisir, c'est du Mmh. partage. C'est pas quelque chose de, enfin, je considère que c'est fondamental, mais c'est, pas, Ouais. ça reste quand même quelque chose de très léger. Donc ça reste, ce que j'aime. En revanche, je me suis senti mal là-dedans, et mes associés qui étaient aussi des passionnés de restauration, de gastronomie et de l'hospitality, de manière générale,
On s'est retrouvés, tous les 3, je me souviens encore dans un dîner, dans un restaurant fancy parisien. On s'est dit on était tout jeunes, c'était vraiment des minots et on s'est serré les mains en se disant: «Les gars, un jour on aura notre propre restaurant, un jour on va ouvrir un truc», voilà. Et puis, la vie continue, il faut faire des études vis-à-vis des parents, vis-à-vis de, Mmh. c'était encore une fois il y a 16 ans ou 17 ans presque, dire qu'on allait faire une carrière dans l'hospitality, c'était compliqué. Et d'être entrepreneur, c'était encore plus compliqué parce que c'était pas du tout à Pas la du mode. tout à la mode C'était, comme aujourd'hui. 80 des enfants, des jeunes, ils sortaient du lycée, ils disaient: «Ah, je vais être fonctionnaire pour avoir une sécurité de la vie» et C'est vrai. cetera. Donc très compliqué. Et donc on s'est retrouvés là-dedans et puis on a un peu fait chacun nos vies. On a quand même voyagé puisqu'on était, étudiants au Canada. Moi j'ai appris l'anglais là-bas, mais un de mes associés est resté. Romé, mon autre associé, est parti en Italie et en fait, à un moment donné, on s'est dit: «Les gars, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la vie active ou on essaie d'entreprendre et on fait notre premier projet?» Voilà, c'est aussi simple que ça et on a commencé par un premier bar à cocktail avec énormément de l'angoisse de se planter parce qu'on n'avait pas d'argent. On avait simplement des idées de gens de 23 ans, donc fugueux, complètement excités par des trucs et tout le monde nous disait: «Attention les gars, Ouais calmez-vous un et peut-être un peu», peu loin de la et réalité un aussi peu des loin fois. de la réalité et un peu loin de la réalité sur les financements et un peu loin de la réalité de tout effectivement et ça a pris une année où on a eu des hauts et des bas extrêmement difficiles. On dormait sur les canapés des frères et des sœurs, donc c'était quelque chose d'assez, c'était déprimant. On n'y croyait Mmh. plus. En plus, on était très optimistes. Donc tous les jours, on disait aux copains: «Ouais, ça y est, on ouvre et tout, on a trouvé une affaire» et puis 2 semaines après, c'était vendu à quelqu'un d'autre ou en Ah fait, on ouais. trouvait pas Ah le oui, donc à ce financement. moment-là, il y avait rien du tout. Vous étiez en recherche Ouais. active d'un lieu. Exactement, exactement et cette idée du bar à cocktail est venue par on est arrivé, on a fait notre cocktail new wave un peu au moment de la bistronomie, donc on s'est rendu compte que la restauration était en train d'éclater. Enfin, il y Mmh. avait un renouveau de l'offre et on s'est dit: on n'a pas du tout notre place là-dedans, on n'est pas chef, on aime la cuisine, mais on connaît pas très bien». Il y avait déjà plein de restaurants, on s'est dit: On nous attend pas là» et on s'est dit: «Mais c'est incroyable parce que nous, cette culture cocktail, on l'a parce qu'on a voyagé, que ça faisait moi depuis 10 ans qu'on buvait des cock 10 ans, je peux pas dire ça parce que j'étais mais en gros, on buvait des cocktails depuis longtemps. Quand on est rentré à Paris, on allait dans les bars, dans les palaces, on allait au Harris Bar, on essayait de trouver des cocktails qui avaient un peu de goût, qui avaient un peu de saveur et c'était pas évident. Et là, on s'est dit: «Tiens, c'est incroyable, les voyages qu'on a fait à Montréal, qu'on a fait à New York, qu'on a fait en Angleterre, on a bu des cocktails exceptionnels, ça n'existe pas à Tu te rends Paris». compte qu'à cette époque, il y avait un décalage entre Énormément. Ouais, l'international et Paris exactement, et la énormément. France Pour plein de raisons, pour plein de raisons. à ce moment-là, moi je m'en souviens, enfin j'étais un peu plus jeune que toi, mais on boit du vin, on boit de la bière. Ouais et on boit des mojitos, plein de sucre, voilà et il y avait aussi un truc qui était absolument hallucinant, c'est qu'il y avait un choix de spiritueux qui était proche de zéro. Tous les bars avaient 10 bouteilles derrière le bar. Même dans les palaces, je reviens pas, je sais que tu as un background palace assez fort. Les bars d'hôtel étaient, pardon du mot, mais sont assez minables. Ils avaient du Blue Curaçao, du Marie Brizard, enfin pardon, je veux pas citer de marque, mais des trucs qui étaient vraiment, bas de gamme, c'était des produits métro. Complètement. Et donc là, on s'est dit: «Mais c'est incroyable». Alors, dans notre malheur, on a mis une année à trouver un fonds de commerce et on a énormément réduit nos prétentions. On pensait avoir un truc de 200 m², puis après de 50, puis après de 30, et finalement, le premier expérimental, il faisait 43 m². C'est la surface commerciale, hein. Donc extrêmement petit et dans notre malheur, le fait d'avoir mis une année à chercher un lieu et on était presque sur le point d'abandonner, c'est que pendant cette année, on a appris le métier du bar. Ça aussi, c'est quelque chose Et oui, de parce qu'aucun d'entre vous, enfin vous êtes des 0, épicuriens, mais vous 0, n'êtes pas des ouais. barman. Donc on l'a fait au bluff, exactement. On l'a fait au bluff, on a écrit aux plus grands bartenders de la planète, qui nous ont écrit: «Bah, voilà mes méthodes», voici qui ont été hyper Dingue. participatifs. On a rencontré à l'époque, Martin Dudorov qui était un Américain, qui était pas de New York, mais qui avait monté un site internet qui était la référence, qui existe encore aujourd'hui. Il s'en occupait un peu moins, qui s'appelait Cocktail Database, où en gros tu regroupais tous les classiques et cetera. On s'est entraîné à la maison, extrêmement dur de trouver des spiritueux, donc on allait acheter à La Viña, je me rappelle un peu par-ci par-là à la grande épicerie. Enfin, on trouvait les seuls endroits où il y avait des spiritueux à vendre, parce que c'est très difficile à cette Mmh. époque-là. OK. Juste pour qu'on comprenne, parce Ouais. que toi et moi, on est Oui. de cette génération, moi j'arrive à le situer, mais on est en quelle année? Pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas vécu Super ça à bien, Paris c'est notamment. 2006, Ouais, 2006, donc c'est il y donc a c'était 17 ans. il y a longtemps, mais pas Ouais. si longtemps que Non, ça en pas fait, hein. si longtemps que ça et il y avait vraiment pas du tout cette culture des spiritueux et pour des plein de raisons, on buvait du cognac en France, on buvait de l'armagnac et après on buvait du bon vin ou pas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il y a plein de choses il y a la France, il y a un léger, c'est une petite parenthèse, mais il y a un léger, on est un peu un diesel, c'est-à-dire qu'on est un peu Mmh. des retardataires. On a mis du temps à avoir du bon café. Oui. Maintenant, il y a des super bons cafés, mais il y a 10 ans, on buvait que du café, industriel, pas bon.
Alors qu'à New York, tu buvais des expressos incroyables. Bon. On a même pareil pour le pain. Dans cette époque-là, il y avait des dépôts de pain partout dans Paris. Il n'y avait pas un bon pain. Alors, il y avait évidemment certains qui se démarquaient, mais on allait au restaurant manger du mauvais pain. Il y a des trucs il y a des acquis en France qui sont qui ont été laissés à l'abandon pendant trop longtemps. Et c'était la même chose avec les spiritueux. Bon, bref. On apprend le cocktail vraiment en lisant des livres, on a tous les ouvrages qui sont sortis, même les plus vieux, on lit, on fait des tests à la maison, on essaie de comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. On a fait une formation à l'époque, à Lyon avec Fernando Castellon, 48 heures juste pour nous apprendre les rudiments du bar, pour nous expliquer ce qu'était un pilon, pour un shaker, les jiggers, et cetera. Et on ouvre l'expérimental, avec, le premier cocktail qu'on vendait, c'est le premier cocktail qu'on faisait. Voilà, qu'on faisait devant un client, c'est ça que je veux dire. L'expérimental, c'était celui dans le 6e à l'époque? Non, c'était celui dans le 2e, juste à côté d'ici, rue Saint-Sauveur, qui existe toujours. Là, on le rénove en ce moment. On refait l'acoustique, l'acoustique était mauvaise et on le refait. Il va réouvrir dans quelques jours, là, dans 15 jours. Avec de l'hi-fi et tout, on upgrade un peu l'endroit. D'accord. Mais c'est un endroit qui reste une institution, c'est ouvert. Il y a du monde depuis maintenant 17 ans. Moi, c'est mes premières soirées de Parisien. Je suis arrivé un peu plus tard quand même, mais je me souviens même de faire la queue et d'être collé serré dans ton bar. Bien sûr, Il y avait pas beaucoup de place. ouais. Et voilà. Et là, énorme. On fait les choses avec passion et amour, et on est vraiment certain on est certain de rien, mais on veut vraiment, on fait quelque chose qui avait jamais été fait avant, c'est-à-dire qu'on se met à la place du consommateur. Ça paraît un peu idiot, mais il y avait un certain nombre d'établissements tenus par des tenanciers un peu old school. On parlait du coef, on parlait de réduire, d'augmenter les marges au maximum. Les nourritures venaient de chez Métro, les spiritueux étaient pas bons, et en fait, le client, c'était la 5e roue du carrosse. Et on a littéralement révolutionné le marché du cocktail. Pourquoi? Parce qu'on avait les meilleurs spiritueux. On était les premiers à avoir de la tequila 100% agave. Personne connaissait ça. On avait de la Patronne. On le vendait à quasiment à prix coûtant. Parce qu'on s'est dit, en fait, on préfère que les gens découvrent un spiritueux et avoir une petite marge dessus que de faire un coef idiot de 2,5 ou 3, et donc de vendre la bouteille ou le verre à 45 €, parce qu'on le vendra jamais. Donc on a les cocktails à 9 €, là où les Palaces les vendaient à encore déjà à cette époque 28, 30, 32. Beaucoup plus cher en effet. Voilà. Et c'était clairement meilleur, puisque à part certains palaces où il y avait des bons head bartenders, la plupart du temps, vous tombiez sur un jeune qui sortait d'école d'hôtellerie, qui faisait des choses un peu de manière hasardeuse. Deuxième chose qui a révolutionné le cocktail parisien, on est les premiers à avoir introduit les jiggers, qui sont des doseurs. Et en fait, on a expliqué tout simplement que tout ce qui avait été appris, notamment dans des choses qui doivent te toucher, qui sont les mentions complémentaires bar, où maintenant tu peux être aussi MOF dans l'univers du bar. Tout ce qu'on a appris, où tu fais du verset libre avec où tu le fais avec un métronome, etc., c'est d'une imprécision absolue. Oui. Voilà. Et donc, Qu'on comprenne bien, c'est en fait, tu mesures 1 seconde égale 1 centilitre quand tu fais couler. Moi, j'ai appris comme ça à l'école effectivement, hôtelière. esthétiquement, il y avait quelque chose d'assez joli, c'est pas très mais précis. exactement. Et sur un cocktail qui fait 10 à 15 centilitres, un demi-centilitre de sucre, Tu fais 10 cocktails, t'en as pas dit pareil. exactement. Et en plus, tu avais ce problème de: «Ah, j'adore ce cocktail, tu vas voir, le barman, il va me faire mon cocktail favori». Il prend un cocktail à 23 h, et à 1 h du matin, c'est pas le même. Ou alors le lendemain, il revient et c'est plus le même cocktail. Et oui. C'est un peu ce que j'ai reproché, on a beaucoup reproché, on a eu des grands débats avec des gens comme Colin Field, qu'on aime beaucoup, mais on lui disait, quand tu es pas là, il y a un peu une baisse de qualité, et ça, c'est absolument inacceptable chez nous. Petit hommage, l'ancien chef barman du Ritz, qui a été pendant plusieurs décennies, que peut-être un jour on aura la chance d'avoir à ce podcast. Et voilà. Et en fait, donc, on a fait ça. On a aussi, on avait une structure de coût très faible. On était derrière le bar, on faisait la porte, on faisait le service. Et du coup, on était aussi extrêmement, on faisait c'est pour ça que notre bar suivant, un de nos bars suivants s'appelait Prescription, parce qu'on faisait de la prescription. C'est-à-dire qu'on disait aux gens: «Qu'est-ce que vous n'aimez pas?» «Je n'aime pas le gin». «Super, je vous fais un cocktail au gin». Ça a révolutionné le marché, en fait. C'est-à-dire, les gens disaient: «Mais attendez, je viens de vous dire que j'aimais pas le gin». Je dis: «Si vous n'aimez pas, on le jette dans l'évier, il est offert». Et on a fait découvrir à peu près tous les spiritueux aux gens, et ça a même été un effet boule de neige, puisque la Maison du Whisky, par exemple, qui sont nos partenaires historiques, ils ont créé leur département spiritueux avec l'expérimental. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un petit truc, mais c'est-à-dire qu'avec nous,
il n'y avait pas de limite. Il nous disait: «Ah, j'ai trouvé une caisse de je fais importer 6 bouteilles de rye whisky, juste pour vous». «Oui, d'accord, super» et en fait, il a ça a été un effet boule de neige puisqu'après les bars après il y a eu nous qui avons continué à développer, beaucoup de bars à cocktails, puis d'autres et puis après des anciens de chez nous. On a eu un moment, c'était incroyable et Cocktail Spirit aussi, qui sont nos copains, qui ont fait aussi le meilleur salon des cocktails, enfin des spiritueux et des cocktails. Ils ont fait leur première édition, en même temps, quasiment la première année avec l'Exp et on était partenaires et cetera et tout ça a fait vraiment c'était vraiment le début. Je dis enfin, d'une certaine manière, on sentait venir, mais on a eu quand même on est arrivé au bon moment parce que Mmh. c'était vraiment ça a été l'explosion Ouais. des spiritueux et des cocktails. Donc je comprends que, bon, évidemment difficulté à ouvrir le premier parce que, bah, vous avez Ouais, pas d'argent, pas bien sûr, d'expérience, vous ouais, devez tout créer. ouais. Puis rapidement un deuxième derrière. Oui, Là, il commence à y avoir cette ascension. Bon, time to market, bon ouais, timing ouais, finalement parce qu'en ouais, fait, bah, vous surfez et c'est même vous qui êtes précurseur de cette vague de ouais, cocktails, à Paris et ouais, après ça continue comme ça? Vous continuez d'en ouvrir d'autres? oui. On est monté jusqu'à donc, on a ouvert 3 à Paris très rapidement. Pour la petite histoire, parce qu'on est aussi dans un truc de parce qu'on a aussi un échange de professionnels. Notre vie professionnelle, ça a été les montagnes russes, hein. C'est-à-dire que la première année, on a ouvert l'expérimental qui a été un énorme qui a été on croit que c'est un carton, mais ça a mis 6 mois, on attendait le dimanche les bras croisés en espérant qu'un client rentre et puis Mmh. on faisait: «Un travailleur, venez goûter, vous allez voir ce qu'on vous fait, ce qu'on vous sert». Les gens ils disaient: «Ah, je veux votre cake cranberry». «Non, non, non, écoutez». Et donc ça a été quand même un gros travail. Puis un jour, ça a vraiment explosé puisqu'on a été, adopté par la presse internationale. Donc et puis on a eu à peu près tous les grands partenaires qui sont venus. Heu donc on a eu Sunday Times, Financial Times, New York Times qui a fait et là tout d'un coup on avait que des Américains, des Anglais, des expats, des internationaux, des gens qui venaient de tout le du monde entier, il fallait qu'ils soient à l'expérimental. Mmh. Et là ça a été la folie, on n'a jamais arrêté. On a surfé sur ce succès commercial et on avait un 2e commerce. On était heu, comment dire? Très inexpérimentés. On a utilisé la trésorerie du premier pour ouvrir le deuxième. Très mauvaise idée, puisqu'évidemment le deuxième, il y a eu des problèmes d'acoustique, de retard sur les travaux et cetera et on n'avait plus de trésor. Ni dans l'un ni dans l'autre et heu Là où les avec le recul, tu dis: «Il aurait fallu aller chercher de la dette». on a allé chercher la dette, mais pas assez et puis on avait aussi beaucoup de frustration du premier parce qu'on n'avait pas de budget, donc on avait une machine à laver, qui marchait jamais. On avait pas de station cocktail, on avait une planche de médium avec des bacs gastro, hein. On a monté l'expérimental comme ça. Mmh. Donc tout ça, c'est extrêmement frustrant. Donc là, on s'est dit: «On va mettre des trucs un peu pro, on va faire de la glace, congélateur, on va avoir, de la glace taillée, on va avoir les verres, qui sortent du congélo, on va avoir tel truc, tel truc, tel truc» et puis évidemment, ça coûte de l'argent et là, on s'est retrouvé quasiment en faillite parce Mmh. on n'arrivait plus à payer, nos factures et là, ou bien on faisait low profile et puis peut-être qu'on perdait tout, ou bien on a racheté un 3e bar. Énorme coup de chance, enfin pas énorme coup de chance, mais on a vu un bar qui passait en liquidation judiciaire Oui. dans le 6e, qu'on allait acheter à la barre. Pareil, du love money. On a dit aux copains: «Donnez-nous des sous, on va faire un coup exceptionnel» et cetera et on a fait le Prescription Cocktail Club et Waouh! Je Prescription, savais pas du le tout que c'était lendemain ça de l'histoire. l'ouverture, c'était blindé, ça a hyper bien marché, trésor qui remonte et on a réussi à tout équilibrer et on s'est retrouvé avec 3 bars très solides à Paris, dans 3 arrondissements et là, on commençait à être vraiment genre en place et on a commencé à être un peu meilleur au niveau de la compta, organisation et cetera et on a commencé à faire quelque chose de plus structuré. Mmh. Là, on Mais là, était à jusque fond. maintenant, vous êtes un groupe de, bars, en fait, Jusque-là, on est un groupe de bars. On a un peu le mal du pays. On se dit: «Ah, c'est incroyable, et cetera. Faudrait qu'on aille aller à» on a fait 3 bars à Paris, ça marche bien, il faut aller à l'étranger. Donc on va à Londres. C'est là qu'on a rencontré mmh. notre associé Xavier Padovani. Parce Heu que qu'on comprenne bien, vous êtes 3 copains de Ouais, Montpellier et là, il y a un exactement. Il y a un quatrième qui rentre. 4e qui nous dit on organise des soirées avec lui à l'époque. Il travaillait, il était ambassadeur pour Hendrix. On a fait des soirées complètement déjantées à l'expérimental. On avait des calèches dans la rue, on a fait des trucs, absolument délirants et ça on a énormément d'énergie à cette époque-là pour faire des trucs hyper innovants et tout le monde parlait de nos soirées. Soirées qu'on a exportées une fois à Londres et à New York aussi. À l'époque, on l'avait fait à The Box en plein cœur de Lower East Side. Une soirée incroyable avec Experimental Cocktail Club. The Box, je pense qu'ils n'avaient jamais vu un groupe français une fois leur faire des cocktails. Ça n'est jamais arrivé. Ouais, C'était je la vois. mecque des cocktails, je veux dire des petits Frenchies qui avaient 25 ans et qui faisaient des cocktails pour des New-Yorkais, c'était quand même assez inédit. Bon, énorme succès, on se dit, si on fait un truc à Londres, tu nous aides et on va chercher un truc, on essaie de faire un projet là-bas. On va à Londres, on fait Experimental Cocktail Club Londres, on a beaucoup de mal à trouver un lieu. Pareil, les prix étaient délirants, donc on prend un lieu
pardon du mot, tout pourri à Chinatown. Chinatown, tous nos copains anglais, enfin tous les gens, nos conseils, et cetera, nous disent: «Attendez, n'allez pas à Chinatown, c'est ultra communautaire, vous ne pouvez pas y aller, ça personne, aucun Anglais, cool ou branché n'ira mettre les pieds à Chinatown, ça sent mauvais, il y a des poubelles partout, c'est vraiment genre c'est une» voilà. Alors moi je me dis: «Mais pourquoi ça a marché à New York, à Chinatown, tous les bars d'un cocktail ont cartonné». On fait ça, on récupère un lieu de perdition, Et du coup, que vous obtenez moins cher parce qu'aussi quartier moins branché. exactement, et ça a cartonné. Il y a la queue à l'ECC depuis presque maintenant, je vais te dire, ça fait 12 ans. On a fêté les 12 ans. Il y a la queue tous les soirs à 18h. C'est un endroit qui ne désemplit pas. C'est aussi une référence, moi je considère que c'est encore une des références cocktails, à Londres. C'est ultra formateur. Dès qu'il y a un barman qui est un peu on l'envoie là-bas parce que c'est les premières fois qu'on a rencontré les vrais process à l'anglaise avec, des managers, des bar managers, des runners, tout est extrêmement structuré. C'est même ce qu'on appelle le bar industry. Nous, on connaissait pas ce mot, l'industrie, enfin, on n'était pas du tout dans L'industrie du quelque bar, chose ouais, en français, en même France, dans on la n'a pas beaucoup connu restauration, ça, ouais. on n'était pas du tout dans quelque chose d'industriel, on était quelque Mmh. chose d'organique, très simple, familial. Il y a pas tu travailles là, tu fais ci, tu fais ça, il y a pas de c'était pas structuré. Voilà, là, on est en énorme, on est genre un peu pendant ces 4 années-là, on dominait vraiment le cocktail français, on avait vraiment très peu de concurrents, et on a été aussi un peu l'école des bartenders puisque tous les groupes qui ont ouvert après, c'était des anciens de chez nous, donc c'était extrêmement gratifiant, donc une super aventure. Mais on se dit: «Ça serait bien de changer un peu», on est passionné de vin. Petite parenthèse, on regardait déjà des hôtels, mais on D'accord. voyait qu'on n'avait pas du tout les moyens de Ouais, parce que même pas de clairement, c'est une autre cour, hein. exactement, Quand tu as des bars, investir exactement, dans un hôtel, faut comprendre que, exactement, il s'agit de millions, à sortir et exactement. j'imagine qu'à ce moment-là, Mais c'est parce que vous avez dès un la trésor. première année, on visitait les cocktails parce qu'on avait exactement le même sentiment que dans l'univers du bar. On trouvait que l'hôtellerie parisienne était Mmh. poussiéreuse, elle est encore à 80, Mmh. et qu'il y avait quelque chose de Mais cool pareil, à hein, faire. si on fait un petit voyage dans le temps, on parle d'une époque pas si lointaine où lifestyle, ça n'existe pas. Exactement, On ne voit pas ces concepts branchés qui ont poussé sur la bien sûr, dernière décennie. bien sûr. Mama Shelter, bah, c'est l'époque où c'est créé, donc personne ne connaît vraiment. Ouais, Depuis, on a eu un virage, à exactement. 90° Ouais, facilement, hein. bien sûr. Et donc là, 2e rencontre, complètement hasardeuse, mais enfin pas tout à fait hasardeuse. On avait, quelqu'un qui travaillait, chez Bilkar Salmon, qui est une marque de champagne qui nous a énormément suivis, qui était un commercial exceptionnel, Raphaël Lebrabant, qui était d'ailleurs notre associé à l'époque quand on a ouvert la bar à vin, qui nous dit: «Il faut que je vous fasse rencontrer quelqu'un, il est tout jeune, il est super talentueux, et c'est quelqu'un du vin, c'est Jean Moex qui est notre partenaire historique». Donc il y a notamment le vin Pétrus et puis un groupe de distribution de vin, et qui est, extrêmement connu, à Bordeaux et dans d'autres régions pour essayer de faire bouger les choses, bouger les lignes, et cetera. On fait un déjeuner, bien arrosé ensemble au déjeuner. On se dit: «Ah mais c'est incroyable, toi tu as la logistique du vin, nous on est des passionnés de vin, et il y a pas de bar à vin cool, il y a tous les bars à vin, c'est ou bien un truc, très chic, 8e, et cetera, ou alors c'est des petits bouchons où tu vois dans un godet, sur un tonneau, et cetera». Faudrait faire ce qu'on a appliqué au bar à cocktail, des endroits sexy, Mmh. tamisés, qualitatifs, avec une super sélection au vin. Mais nous, on n'a pas la logistique de vin. Il dit: «Bah écoute, en gros, moi je peux vous apporter la logistique du vin, avoir des allocs, trouver une bonne sélection, avoir des bons sommeliers, vous recommander des gens, et cetera». Je dis: «Mais c'est incroyable». L'après-midi, on avait visité un fonds de commerce, on l'a acheté, sur un coup de tête. D'ailleurs, on était à 2 doigts de faire une bêtise puisque on faisait un transfert de licence 4, c'est un truc pour ceux qui connaissent, hyper compliqué. En fait, il y avait une piscine, c'était à Saint-Germain-des-Prés, donc c'est, marché de Nobineau, il y avait une piscine publique, et en fait, à 1 mètre près, on ne pouvait pas transférer la licence. Donc on a pris des gros risques. Finalement, on a fait la compagnie des nations naturelles, qui a été qui a hyper bien marché parce on a démocratisé le vin. On était les premiers à avoir ces machines, qui gardaient le vin sous azote et qui permettaient de déboucher. On débouchait des trucs de fou. On débouchait un château d'Yquem, Oui, pour et servir au verre, c'est ça? pour servir au verre, et puis tu goûtais 6 centilitres. Alors oui, même 6 centilitres, c'était cher, mais sauf que c'était quand même 10 fois moins cher que d'acheter une bouteille que Tu tu peux fais pas te jamais. permettre de t'offrir la bouteille, par contre, tu peux Exactement. t'offrir un verre. Énorme succès, comme c'est beau, comme c'est bien designé, comme c'est un endroit très chaleureux, on a une clientèle exceptionnelle, tout le monde vient. On a une double clientèle, c'est-à-dire qu'on a un peu j'aime bien l'expression, mais les blousons dorés de Saint-Germain, et on a aussi les vignerons qui viennent parce qu'ils savent qu'on a une carte de malade et qu'il y a toujours des sommeliers qui sont derrière le comptoir, et que donc, il y a un mélange absolument incroyable. Il y a, un couple qui vient en date et puis à côté, il y a un type qui débouche une bouteille, et qui rigole un peu fort. Enfin, il y a vraiment une mixité de gens assez incroyable. Concept qu'on a développé puisqu'on l'a ouvert à Londres, ça marche très bien. On l'a ouvert à New York,
c'est considéré comme un des bars à vin les meilleurs des États-Unis. On a une des cartes de vin les plus pointues. Il y a beaucoup d'articles qui disent, voilà, grâce notamment à notre sommelier qui est là-bas, qui a été sommelier de l'année de Wine and Spirit Magazine, et qui après il a engagé un autre sommelier qui est devenu le sommelier de l'année d'après. Donc ultra technique. Ça marche tellement bien qu'on est en train d'en ouvrir un nouveau sur la 24e, un peu plus haut, un quartier un peu plus poche, à côté de Flatiron. Et donc on ouvre la nouvelle compagnie qui va s'appeler la compagnie Wine Bar. On change un peu le nom pour avoir deux identités, mais dédiées au vin de tous les horizons, super service et démocratisation absolue du vin. C'est-à-dire que on a un truc qui n'existait pas avant. On a des gens qui venaient, c'est-à-dire que les grands vins étaient dans les gastros parisiens ou dans les gastros dans tous les pays du monde. Pour boire des grands crus, il fallait dans un restaurant. Nous, on a ouvert des grands crus où tu peux aller les boire en tongs et en short, j'exagère un peu, au comptoir, avec une assiette de charcuterie et il n'y a pas de tabou. Et ça cartonne puisqu'on a une clientèle très variée, des gens de la tech qui viennent se faire plaisir, qui adorent les vins, mais qui n'ont pas envie de faire un grand dîner de 7 plats. Voilà, donc on avait vraiment fait quelque chose de chouette. Donc hyper fort, enfin là on se met à fond dans le vin. On continue évidemment dans cette excitation. On fait un énorme move, on se dit, ça y est, on fait New York, donc on décide d'ouvrir l'Experimental Cocktail Club à New York. Et comme on avait la folie des grandeurs, on a en même temps trouvé un fonds de commerce à Paris, qui était pareil en liquidation. Nous, on n'a jamais vraiment acheté des fonds de commerce, et c'est un truc qui était trop cher à l'époque, trop absurde à notre sens. Et on a créé le Beef Club et le Ballroom, qui était pareil. Je me rappelle mes Ouais. soirées de ma jeunesse. Là. Il y a eu des longs débats, mais je considère que c'était un des meilleurs steakhouse de France. On avait la meilleure viande probablement d'Europe. On avait une chambre de maturation. On avait Le club en dessous, là. Ouais, et voilà. Et le truc qu'on avait vu en Amérique du Nord, beaucoup de nos sujets ont été inspirés par quand même nos voyages en Amérique. Et le côté, tu te fais un magnifique steak avec des accompagnements incroyables, super bouteille de Bordeaux, enfin de vin, enfin de peu importe, de Bourgogne, peu importe. Et tu Parle un bordelais, Ouais, tu non. peux y aller. Et puis tu allais te boire un bon Negroni ou un Manhattan au sous-sol au club, ou l'inverse évidemment, apéro, etc. C'était exceptionnel. Et puis c'était un endroit de nuit, donc ça fermait tard. On avait beaucoup de volume, on avait des DJ. Enfin, c'était un endroit vraiment génial. On a eu d'ailleurs à peu près tout le gratin mondial qui est venu, des Caprio, des De Niro, des Jodie Foster. C'était vraiment génial, quoi. C'était un endroit incroyable. Cela dit, énorme difficulté financière parce que New York, on avait à l'époque BPI nous avait suivis. On a à peu près dépensé tout ce qu'on avait avant même d'ouvrir, entre legal fee, visa, licence, enfin genre on s'est fait rétamer. New York, c'est un truc dur à appréhender. Ouais. C'est une bonne leçon aussi, ouais, c'est que c'est pas parce que ça marche en France qu'il faut Non, bien comprendre quand exactement, même. exactement. Et en plus, on a eu plein de surprises à l'époque. Bon, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, les consommateurs suivent beaucoup plus la politique qu'en France. Donc D'accord. Obama avait fait un discours en disant qu'il fallait réduire la consommation, etc. On avait des gens qui arrivaient au bar et qui faisaient comme chez Starbucks, qui se mettaient à travailler sur leur ordinateur, ils disaient: «Vous voulez un cocktail?» «Non, non, c'est bon, je vais y rester là, juste la journée», enfin voilà. Dingue. Ah ouais. On a de la visite. Pardon. Donc oui, c'est la vie d'un hôtel. Voilà, exactement. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc Oui. ils suivent plus la politique. C'est vrai qu'en France, Ouais, voilà, c'est incroyable. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens changent de consommation et puis, il y a un truc qui est incroyable qu'on n'a pas en France. Il y a un film qui sort, c'est le Cosmopolitan Case avec Sex and the City. Ils regardent Sex and the City et du jour au lendemain, tout le monde vend des Cosmopolitan. C'est incroyable. Il y a vraiment une réaction, c'est vraiment, c'est extrêmement lié à l'actualité, aux médias, au cinéma. Mais en effet, il faut bien comprendre que c'est pas un concept qui se duplique pas comme ça. C'est Non, pas parce que ça non, fonctionne en faut France avec des l'adapter Français énormément. que ça peut fonctionner aux États-Unis avec des Américains. Exactement. Ouais. Et en même temps, on a fait le Beef Club. Pareil, premier restaurant, énorme problème technique, des mauvaises surprises, etc. Et on était complètement dans le rouge. Là, notre associé Jean est rentré, monté ensemble Experimental Group, qui est devenu une holding de développement avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc là, c'est devenu, c'était vraiment vraiment le premier pas vers une aventure entrepreneuriale encore plus grande et ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. À cette époque, vous avez des bars, vous avez du vin. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à faire levier pour aller chercher des fonds, ouvrir des hôtels dont celui que l'on a ici? Puisque je comprends qu'au début, il y a une envie, mais il y a plein de gens qui fantasment d'avoir des hôtels. La réalité, on le sait toi et moi, c'est que c'est quand même quelque chose de très, très difficile. Tout à fait. Alors, j'ai de la chance d'avoir des associés qui ont un background finance très fort, donc ils ont vraiment une très bonne expertise là-dessus. Et
on a tout essayé. Il faut savoir qu'on a tout essayé en termes de financement. OK. On a fait du crowdfunding, on a fait du crédit en bon père de famille, d'ailleurs, probablement trop, puisqu'après les remboursements étaient lourds et du coup, en fait, le modèle classique du remboursement d'une affaire sur 7 ans, ça marche, mais tu peux pas développer puisque tu n'as enfin, ça ne peut pas marcher avec un développement comme on Non, l'a fait. en fait, pour bien comprendre, Ouais. ta croissance, elle est trop rapide pour qu'en fonds propres, tu puisses subvenir Exactement. aux besoins de développement. C'est exactement. Donc il faut aller Pour chercher faire plus de exactement. dettes, Exactement. des Trouver des actionnaires, associés, des partenaires en permanence. On a eu l'idée donc de faire de se lancer dans l'hôtellerie. On avait, Beef Club, Ballroom qui était, gros volume d'affaires. Ça nous a permis de refinancer une partie et ça nous a permis d'avoir du fresh, de l'argent. En le vendant, tu dis? Non, pas du tout, en le valorisant, en faisant rentrant un partenaire qui était un fonds des fiscs à l'époque, Oui. donc classique, pour de gens qui réinvestissaient leur argent quand ils avaient fait. Ça s'appelait Audacia, un super fonds, hein, on est encore en contact avec eux. Maintenant, ça n'existe plus puisqu'il y a la fiscalité a un petit peu changé. Ils ont prêté de l'argent et avec cet argent, on allait chercher du financement pour acheter notre premier hôtel. Cela dit, c'était un pari risqué puisque, on était quasiment au financement pur. Voilà. Et on savait aussi que l'hôtellerie est extrêmement valorisée et que là, on n'est plus dans l'investissement de bon père de famille où tu achètes ton affaire, tu rembourses ton crédit pendant 20 ans, puis à la fin, tu la vends. On est sur de la valorisation avec des tas d'outils dont je vais un peu passer ce que je t'ai dit, qui sont un peu compliqués, mais tu Ouais. valorises ton EBITDA, tu valorises ton fonds de commerce, enfin, c'est un peu ça. Il y a plein de manières de valoriser des choses. Donc, au bout d'un an, quand tu as une année d'activité sur un hôtel, tu peux aller voir concrètement un banquier, lui dire: «Bah, voilà, regardez, le marché, c'est comme ça. Moi, je valorise 6 fois mon chiffre d'affaires. Ça vaut tant. Une affaire comme ici, les Grands Boulevards, ça déjà, c'était un endroit qui était vide, qui n'existait pas. On a créé un hôtel. On a une année de chiffre d'affaires. On peut déjà le valoriser peut-être Mmh. 2, 3, 4 fois, voilà». Donc c'est ça, tu peux créer de la valeur rapidement. Ça te permet d'avoir des leviers pour développer rapidement. C'est ce qu'on a fait, hein, d'une certaine manière. On fait le Grand Pigalle, aucune connaissance de l'hôtellerie, même l'inverse. On est complètement à l'opposé de ce qui se passe et on est vraiment dans je me rappelle avoir été invité à Équipe Hôtel, les gens que j'aime beaucoup maintenant parce que j'ai été jury là-bas, j'ai été, partenaire officiel et cetera, mais la première année, j'y suis allé, ça m'a déprimé. J'avais que des commerciaux qui me disaient: «Ah moi j'ai le lit le plus dur, le plus indestructible et cetera» et je me dis: «Mais est-ce qu'il est confortable?» J'en sais rien. Non, Je te vois bien au milieu de tous les non, fournisseurs, faut s'imaginer Équipe et Hôtel, cet énorme salon où tu as plein de fournisseurs de trucs et toi qui te dis: et «Moi j'ouvre un hôtel, j'y connais rien du tout». Et pareil que dans le cocktail, d'une certaine manière, tu n'avais absolument personne qui s'intéressait au client final. Tout le monde réfléchissait à la praticité des choses. Il Le faut mettre un matériau, système à carte, là on a un système de machin. Le matin, vous avez la machine à café qui vous enlève, un employé. Vous avez ci et que les gens qui te vendaient que ça. Et je leur disais: «Mais est-ce que le client, final, il est content de ça?» Et puis, non. Et on a fait le Grand Pigalle avec, low budget, enfin ça a quand même coûté de l'argent. On a été pas du tout aidés. Même, c'est moi qui ai fait, comment dire? Le suivi de chantier, l'architecture et cetera. Ça a été un casse-tête absolu. Mais on l'a fait avec, en fait, avec la même envie que la révolution des cocktails. On l'a fait avec de la passion. On s'est dit: «On va comment amener on va pas révolutionner la nuit des gens. Il y a des gens qui le font très bien. Dormir, il y a plein de gens qui le font très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de différent?» Et en fait, sans le savoir, c'est ce qu'on a compris après, que l'ADN de l'Expérimental Cocktail Club, c'est le même pour nos hôtels, c'est le même pour nos restaurants. C'est-à-dire cette envie de faire des endroits uniques avec un ancrage local très fort et qui sortent de l'ordinaire et qui sont vraiment, maintenant c'est un peu galvaudé, mais nous, c'est notre marque depuis 10 ans, où tu vis vraiment une expérience particulière. Donc on a réfléchi à tout. On s'est dit: «On va avoir dans le minibar aucun produit de grande consommation», comme ce qu'on avait fait sur les bars à cocktails à l'époque, comme dans les restaurants. Bien sûr. Donc on avait des directeurs hôteliers qui nous disaient: «Ah, tu mets du Toblerone» et les gens ils adorent ça. Je dis: «Mais jamais en rêve je mettrais ça». On a peut-être cédé sur le Coca-Cola parce qu'à un moment donné, il y a vraiment des gens qui sont vraiment, bon, mais en gros, on essaie d'aller chercher des produits, de trouver, les barres chocolatées de tel chocolatier parisien. On avait des machines expresso, mais on avait ni des machines expresso qui étaient vendues sur le commerce, ni des capsules de la marque que vous connaissez, parce que tout le monde les avait à la maison. Quel est l'intérêt de boire un espresso quand on traverse le monde? Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Et puis le petit déjeuner continental, c'était ennuyeux, les gens ils mangeaient tous pareil, du croissant décongelé avec la confiture, voilà. Et puis pareil, je rencontrais que des hôteliers qui me disaient: «Ah bah moi, tu sais quoi? Je mets la confiture d'orange amère parce que comme ça les gens ils en mangent moins».
Mais vraiment, on était là. Et puis, j'ai commencé à faire des Ouais. conférences. J'ai commencé à faire des conférences. Je me rappelle, j'avais été invité à la BPI et tu n'avais que des hôteliers en blazer bleu marine avec les cheveux gris. C'était 80% des propriétaires parisiens, ok, qui avaient acheté ça pour qui avaient acheté ça à leur femme ou qui s'étaient acheté ça pour une danseuse ou machin, etc. Et qui étaient oh, Airbnb arrive, c'est une catastrophe, il faut les interdire, etc. Et moi, je disais attendez, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'hôtellerie française, c'est Airbnb, exactement comme ce qui s'est passé avec Uber pour les taxis. Enfin, je veux dire, on pouvait pas prendre un taxi, les Parisiens à l'époque, c'était vraiment un cauchemar. Et je leur ai dit, Parce que ça ça va, vient de challenger le niveau de service. évidemment, Et oui. évidemment. Et aujourd'hui, je leur disais, posez-vous la question, si tu vas dormir chez l'habitant en Airbnb, il a tout donné pour toi. Il y a une serviette fraîche, avec une machine à café, il y a un petit gâteau sur le lit, etc. Lui, il s'en fout, c'est son temps, c'est son énergie, il a envie de bien te recevoir. Tu vas dans ton hôtel, il n'y a pas de service, une réception minable, tu prends un petit déjeuner avec les barquettes en plastique, voilà. Et pourquoi tu vas dormir à l'hôtel? Clairement. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et là, en ayant fait un tout petit hôtel qui est le Camp Pigalle, en fait, sans le savoir, on a été invité à plein de conférences, on a déjà été connus sur le marché pour un petit hôtel de charme, mais qui était un peu révolutionnaire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un hôtel qui est vieux maintenant, c'est notre premier hôtel, il a presque, donc, presque 10 ans, et on continue à être au-dessus du marché en termes de prix moyen, et on a une clientèle qui adore cet endroit, il y a beaucoup enfin, les gens l'aiment beaucoup, il y a un truc Et vraiment un elle peu est unique. composée quoi? Elle est quand même très internationale, cette Très clientèle? international, beaucoup d'Américains, plus qu'ici, par Donc on exemple. retrouve encore Ouais. l'ADN de la base. Et d'ailleurs, Ouais. si je peux tirer une tendance un peu de tout ça, j'ai l'impression qu'aussi bien sur le bar Ouais. que le vin, que l'hôtellerie, vous avez eu la même dynamique qui est d'aller chercher un peu des tendances à l'étranger, un peu vous Ouais, bien sûr, inspirer, bien sûr. à ramener ça en France, être à chaque fois quand même au bon moment Ouais. pour tirer le marché sur sûr. le bar avec le cocktail, sur le vin avec donc des vins de très bonne qualité et du vin au verre, sur de l'hôtellerie, briser un peu ces codes-là. Donc vous avez dupliqué quand même cette tendance-là. Ça aurait parfaitement pu ne pas fonctionner parce que les marchés sont quand même très, très différents. Mais c'est assez amusant de voir cette ligne, conductrice et avec une clientèle, qu'on peut dire quand même assez, fidèle, américaine, Oui. anglophone, internationale, qui a fait le succès aussi de votre Ouais, de bien vos sûr, établissements. bien sûr, bien sûr. Ouais. Et On a eu, tout simplement parce on s'est jamais considéré alors, si tu veux, c'est un peu le quand tu vas à Londres dans nos établissements, les mails de réservation, c'est, Marie-Antoinette, ils décrochent au téléphone, ils font: «Bonjour monsieur», on a quand même beaucoup de staff français. Il y a quand même un côté, French touch, tu vois? bien sûr. Il y a même, à l'époque, on avait un bar qui s'appelait Joyeux Bordel, un nom assez vulgaire, mais parce que les Anglais disaient: «Ah, c'est le seul endroit à Londres où c'est, un happy mess». Les journalistes disaient ça parce qu'en fait, le service à la française, pas dans les palaces, mais dans notre service à nous, c'est un peu bordélique. C'est un peu bordélique, c'est désorganisé, pourtant c'est d'une grande efficacité, mais il y a pas, comme je te disais tout à l'heure, il Pas y à a pas de l'anglo-saxonne. fonction exactement, pas l'anglo-saxonne. Donc on est quand même très, quand on va à l'étranger, on est quand même très exotique. Oui. OK. Cela dit, en tant que nous, on s'est jamais considéré, ni comme Montpelliérain, ni comme Parisien, on s'est considéré comme citoyen du monde et c'est un peu cliché de dire ça, mais on n'a jamais eu de barrière, d'ailleurs puisqu'on a été probablement un des groupes, français à notre taille qui s'est exporté le plus et hem et du coup, on a des mélanges d'anglais, de français dans les cartes, on a des offres qui sont assez internationales, on s'adapte encore une fois, on fait de l'ancrage local et en fait, on a la clientèle anglo-saxonne se retrouve énormément dans notre offre. Donc c'est vrai que alors en ce moment, c'est d'ailleurs, la partie qui est un peu en difficulté, mais c'est les voyageurs anglais qui ont toujours été nos plus gros voyageurs et les Américains à Pigalle, un peu moins ici. Mais qui sont aussi des clients fidèles, même à Minorque parfois, même à Ibiza, enfin c'est incroyable, on a vraiment cette Puisque chance. tu as des établissements, il faut le dire, à Minorque et à Ibiza Ouais, aujourd'hui. exactement. Parce là, on fait un petit voyage dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On est en 2024, tu as combien d'hôtels? On a 10 hôtels ouverts et un 11e ouvert à la fin de l'année, ouais. Donc il y Ouais, a une croissance qui est très, très ouais, rapide. ouais. Donc j'ai 2 questions, même si tu avais un peu partiellement répondu au côté financement. Donc premier, c'est comment aujourd'hui tu arrives à subvenir à cette croissance très rapide? Et la deuxième, ça va être, quelle est la vision à 3-5 ans? Alors nous, on a eu, comme je t'ai dit, on a eu beaucoup de financements différents. On a eu un premier fonds d'investissement à l'époque, qui s'est terminé à l'époque du Covid. On a eu de la chance puisque mon associé historique est rentré au capital de manière un peu plus importante. Du coup, c'est un partenaire, exceptionnel, facile, qui comprend Ouais. notre C'est ADN. qui cette, C'est Jean Moix, toujours pareil. Et puis on s'est retrouvé pendant le Covid
avec, c'est marrant, c'est là où j'ai déjà fait quelques podcasts où on avait, alors j'étais convaincu de ce que je disais, mais en même temps, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que tout le monde m'interrogeait en disant: «Qu'est-ce que ça va être l'après?» Et je leur disais: «L'après, vous inquiétez pas, les gens, ils vont boire et manger, festoyer, se retrouver, ça ne changera pas. C'est dans le je veux dire, c'est dans la nature humaine depuis enfin, je veux dire, ça ne changera pas. Vous croyez que les gens, ils vont faire du Deliveroo à regarder Netflix pour les 10 prochaines années? Ça n'a aucune chance» et les peu de moments de libération de Paris où on a eu des moments où les couvre-feux étaient levés et cetera, on voyait un tel engouement pour ressortir et les gens s'en fichaient complètement de la transmission de la maladie. Je sais pas quoi ils se parlaient. Ils avaient envie Enfin, de se c'était de la retrouver. joie de vivre absolue et là, je leur ai dit: «Attention, c'est juste on va sortir du covid, on va cartonner, on va cartonner, ça va être la folie». Il va y avoir un engouement pour la restauration, pour l'hôtellerie, pour le voyage, sans limite. Tu le disais en priant pour que ce soit vrai, mais ça a été très, très vrai. Exactement, exactement et je ne supportais plus les gens qui me disaient: «Ah mais non, ça va complètement changer». Il y a même des gens qui me disaient: «Ah, je suis en train de réfléchir au design de demain, comment avoir des espaces plus grands entre les tables». J'ai dit: «Mais ça va pas, mais vous êtes pas fous. Tu vas pas mettre 1,50 m pour que les gens circulent entre les tables d'un restaurant, il y aura plus d'âme, ça ne marchera plus, quoi» et donc vraiment, cette certitude que ça allait reprendre et donc là, grâce à mes associés qui sont aussi très bons en finance, on a décidé d'aller chercher de l'argent. On s'est dit: «Voilà, on a perdu énormément d'argent pendant le covid, ça a été enfin qu'on mettra des décennies à Bien rattraper». sûr. On a aussi pris le parti de licencier personne. On a gardé tout le groupe intact. Ça a été un moment très difficile, je sais que tu en as déjà parlé du covid, c'est un moment qui a été très difficile, humainement parce qu'on avait que des gens qui étaient extrêmement dynamiques et tout d'un coup ils attendent, sur une chaise quoi, des gens de la restauration. Moi je faisais de la psychologie, j'étais un papa, je leur disais: «Ah tu sais, mais peut-être demain on va faire ci», et puis ils m'appelaient au bout de 3 mois: «Qu'est-ce que tu sais ce qui va se passer?» J'ai dit: «Bah, j'ai pas plus d'infos que Ouais. toi quoi, mais on va y arriver, t'inquiète pas». Donc c'était un truc, humainement très lourd, et là on s'est dit: «On va ressortir de là hyper fort» et on a fait une levée de fonds historique. On a réussi à convaincre les gens qu'on allait tout rafler. Mais donc c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. C'est qu'on est dans une période difficile. Vous Ouais, prenez le pari, ouais, osé de dire: «C'est le moment où on va aller chercher du cash» exactement. et là, si je me Ouais, souviens, en plus à cette époque, vous arrivez à lever énormément ouais, ouais, d'argent. bien sûr. On a levé 380 millions d'euros, ouais. C'est énorme. Ouais. Alors Pour le c'est groupe ouais, expérimental, enfin c'est tout à énorme, fait. tu Alors vas relativiser c'est mais une petite nuance parce que ça c'est assez encore une fois, c'est de la finance, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est qu'on a levé, un fonds qui est un fonds pour acheter de l'immobilier. Experimental Group a plutôt un avenir dans ce qu'on appelle une OpCo, c'est-à-dire, light asset, pardon, je parle des mots un peu techniques, mais comme ce qu'a fait un gérer peu à les fonds de l'époque commerce et tu exactement, t'occupes pas des Accor murs et exactement, et toi tu payes un exactement, parce loyer que au c'est ce que je sais propriétaire faire, immobilier. Oui, exactement, mais c'est 2 métiers complètement différents. exactement, mais sauf que là, le propriétaire des murs, c'est une nouvelle structure qui demande énormément d'investissement, donc malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, un immeuble parisien, ça vaut des dizaines de millions d'euros, Mmh. c'est débile, hein, mais c'est comme ça, les prix ont énormément Ouais. augmenté. Grâce à cette structure, j'ai la double casquette, c'est-à-dire on achète les murs et on devient locataire avec des baux, en France les baux c'est les baux, hein, mais à l'étranger c'est des baux de 50 ans, donc on est hyper, en fait on est hyper solide. Donc on s'est rendu compte de ça puisqu'en fait, il y a beaucoup de deals, beaucoup de créations d'hôtels qui viennent de l'acquisition des murs. Voilà, donc on D'accord. s'est dit si on est capable de les acheter rapidement avec un partenaire, on sait déjà qu'on va pouvoir monter un hôtel expérimental et c'est extrêmement, win-win puisque nous on fait des beaux travaux, on fait des rénovations dans les règles de l'art, on devient un bon locataire, l'endroit devient attractif parce qu'on a un joli hôtel qui marche bien avec des restaurants et donc tu Tu fais valorises aussi la exploser le pierre. prix, derrière. Exactement, donc ça a été un intérêt, voilà. Cela dit, c'est toujours très compliqué puisque aujourd'hui, heu, il y a une petite crise financière qui arrive et les taux d'intérêt ont énormément augmenté donc c'est plus compliqué en ce moment. Enfin, il y a 2 ans, tout le monde voulait acheter de l'immobilier, enfin Mmh. des boîtes et cetera. Ouais. Maintenant, c'est un peu moins la mode. Mmh. Donc tu es toujours même quand tu as une levée de fonds, on est toujours obligé de réfléchir à d'autres Ouais. financements et cetera. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quoi les perspectives? On Alors comprend que ton groupe, ouais, maintenant, c'est un groupe hôtelier et bar et restauration, mais en tout ouais, cas, c'est un groupe qui est oui, qui est diversifié sur toute la partie F&B, ouais, plus hôtellerie. oui. Tu fais quoi dans les 3 à 5 ans? Ouais, bien sûr. Bah, alors nous, on a un appétit sans limite, vraiment, dans le sens où on a vraiment le sentiment si tu veux, c'est même un peu frustrant parce on trouve qu'on va pas assez vite. Mmh. Aujourd'hui, on est les tout le monde parle de lifestyle comme on en parlait tout à l'heure, de lifestyle, de lieu de vie et cetera et nous, on est là: «Mais vous êtes sympas les cocos, mais juste
Nous, c'est notre ADN. On est lifestyle, on n'a jamais eu besoin de le dire. C'est comme ça, on le sait le faire parce que c'est notre manière d'être, Complètement. la manière du service, la manière de voir les choses. Nous, comme on vit, c'est du lifestyle. Donc, en fait, on a la marque ultime de lifestyle, donc on considère qu'on a énormément de choses à faire dans plein de domaines. Donc, ça veut dire quoi? On achète, on fait des acquisitions d'hôtels, on continue à développer. Donc là, le prochain, c'est Val d'Isère qui ouvre. On est aussi capable maintenant, c'est vraiment notre nouveau challenge, d'être vraiment, de récupérer des hôtels existants où il y a un repositionnement, puisque maintenant on a une équipe super structurée qui nous permet d'avoir une équipe finance, une équipe de développement, une équipe de sales, une équipe opérationnelle avec des directeurs hôteliers qui managent d'autres directeurs hôteliers. Tu connais l'organisation, une organisation qui fait qu'on peut récupérer des hôtels et les faire fonctionner. C'est le cas par exemple à Biarritz. On a fait la rénovation du Regina, qui était une rénovation incroyable, énorme, avec beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de chambres, beaucoup de choses à remettre en place. Et on a aussi fait l'acquisition en même temps. C'était une opportunité du Garage, qui est un hôtel qui est en face, auquel on n'a rien touché, qui marchait très bien. On est juste là en support, supporter les équipes, vérifier que la carte de la food est bien. Donc on est en train de changer un petit peu ceci, cela, amener par exemple quelques cocktails, notre savoir-faire, supporter les équipes. Et en fait, petit à petit, on va probablement chercher un meilleur prix de chambre et un meilleur remplissage. Et l'hôtel est resté comme il était avant parce qu'il peut Mmh. s'inscrire. L'hôtel était joli, il avait été récemment rénové. Il s'inscrit très bien dans l'ADN de l'Experimental Group et donc on peut le conserver. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On fait des projets, je ne peux pas encore en parler, mais on fait un projet au Portugal où c'est un hôtel qui va probablement s'intégrer dans le groupe avec quelques jus du fine-tuning, probablement dans la restauration, les points, etc., des petits détails dans les chambres et notre savoir-faire. Voilà. Et on veut continuer à faire ça. Et on est aujourd'hui, on n'a pas du tout de. On a le sentiment que on a le sentiment que notre savoir-faire, je sais que c'est une question qui revient très souvent, c'est comment vous faites pour maintenir la qualité quand vous n'êtes plus là et quand vous développez à cette vitesse-là? C'est clair et net que C'est clairement un des points sur lesquels ouais, j'allais t'attaquer, ouais, de dire, exactement. toi, tu as ta vision, tu es en accélérateur, soit c'est tu finis un hôtel, tu es déjà en train de penser au suivant, mais en fait, derrière, tu as des équipes et qui, elles, doivent, dans le daily operations, dans le quotidien opérationnel, appliquer ta vision et s'assurer que la qualité soit pareille dans tous les Exactement, établissements. exactement, exactement. Et ça, Comment tu gères ça? et ben voilà, et ça, pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne. Et ça fonctionne même à un point qui me donne la larme à l'œil. C'est-à-dire, je vais parfois dans un établissement, OK, même chez la concurrence, hein, parfois, c'est assez incroyable. Je vois un jeune garçon, une jeune fille qui a 20 ans, qui est en stage, qui sort d'école d'hôtellerie ou qui vient de faire un job, un part-time, et cetera, et qui est au bar et qui me sort exactement, mot pour mot, Mmh. le même wording, OK, les mêmes phrases que moi, derrière le bar, il y a 16 ans. Ouais. Parce que donc ça veut dire que la transmission s'est faite et ça s'est fait grâce à l'humain qu'on a chez nous, qu'on essaie de chérir. On a très peu de turnover chez nous. On a des managers qui sont passionnés et qui comprennent notre DNA et parfois qui le comprennent encore mieux que nous. Aujourd'hui, j'ai été à un moment donné, le plus dur, ça a été d'avoir le premier employé parce que je me suis dit comment je vais pouvoir lâcher prise. Il faut accepter aussi que les choses soient pas parfaites et surtout pas qu'elles soient parfaites, mais qu'elles soient faites différemment de ce qu'on pensait. Et je m'aperçois aujourd'hui que je vais voir un barman, je dis: «Mais attends, ce cocktail, c'est un peu bizarre quand même, tu as fait ci, tu as fait ça et tout». Je dis: «Ouais, il me dit: «Ouais, c'est le best-seller» et les gens l'adorent et je le goûte et je dis: «Mais c'est incroyable, j'aurais jamais fait ça» et je lui dis: «Mais je te remercie parce que tous les jours, j'apprends». J'ai des sommeliers qui naviguent tranquillement vers une carte qui est pas celle que j'aurais fait, pas forcément mes goûts, mais qui marche très bien et qui est d'ailleurs, qui sont hyper originaux et en fait, tout est comme ça, c'est-à-dire qu'on s'entoure de gens qui, Mmh. à la fois diffusent notre ADN, mais probablement l'étoffent, Oui. OK? Et en fait, ça fonctionne bien et c'est même ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, on se sent capable d'aller encore plus loin et même d'appliquer notre ADN si demain on pouvait racheter un petit groupe hôtelier, tu vois, qui est un peu en devenir ou qui est un peu en fin de vie et qui est aussi gros que le nôtre, de 25 hôtels, on irait. Ça, c'est quelque chose Ouais. que, ouais, Ouais, que bien sûr, vous c'est des envisagez. choses qui ouais, tout à fait. Comme tu dis, en effet, l'appétit est sans limite. Non, parce que c'est qu'une question de on a comment dire? On a maintenant nos méthodes, on a nos méthodes Vous opérationnelles. avez les méthodes, vous avez le savoir-faire, donc maintenant vous Exactement. pouvez le dupliquer sur des établissements. Exactement. Alors parfois ça va un petit peu l'année passée, ça a été là le premier rendez-vous avec notre fonds. On a voulu montrer qu'on était capable et extrêmement compétent et on a délivré la rénovation du Montesol à Ibiza, Biarritz qui a été un chantier démentiel, pharaonique et en même temps, oui, on a ouvert Collet Manor dans la campagne anglaise.
avec, de la boue, des alpagas, des farmers et avec une équipe qui avait jamais vu qui était c'était une clientèle 100 anglais. Voilà et ça, on l'a délivré en temps, en heure, avec, des dépassements de budget, quasiment inexistants, avec, la récupération de 90 voire, 150 salariés qui ne connaissaient pas, qui étaient des anciens, par exemple, Origina, c'est ancien, c'était Accor. Du coup, avec, des gens exceptionnels, mais qui avaient une formation complètement différente et tout ça, on l'a fait dans un temps record et les 3 hôtels sont ouverts. La plupart de nos concurrents, ils sont encore en chantier, voilà. Dans tout ce que tu dis et Ouais. je on entend très bien le côté en effet entrepreneur et tu as parlé juste, tout à l'heure du turnover et ton personnel. C'est là où j'avais envie de te questionner aussi. Oui. Hem, on comprend que en fait, vous cassez des codes. Donc j'imagine que l'hôtelier restaurateur peut-être classique et qu'on recrutait dans les 5 étoiles et Palace dont tu parlais tout à l'heure, Oui. ça peut peut-être pas fonctionner avec vos établissements. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous recrutez et vous gardez vos talents dans vos établissements? Alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'on récupère quand même pas mal de gens des palaces, D'accord. OK? Par exemple, aujourd'hui, ma directrice de Verbier, elle était au Cheval Blanc, et elle se sent bien, elle se sent très bien parce que, petit à petit, le groupe, on est passé du 4 étoiles un peu au 4 étoiles plus et maintenant on est quand même sur des produits, c'est la tendance globale, on est quand même sur des produits, assez luxueux et petit à petit, on réintroduit beaucoup de services qui à l'époque étaient, qu'on faisait de manière très artisanale et en fait, on Mmh. les améliore. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de services de conciergerie dans nos hôtels, c'est le cas à Verbier et je sais que c'est ton background aussi. On a des gens au front desk qui sont extrêmement solides, qui ont des références de restaurants, Quelques-uns qui avec ont lesquels j'ai travaillé au ouais, exactement, Peninsula notamment. C'est exactement, assez drôle de exactement les retrouver à des postes de direction aujourd'hui. et donc petit à petit, on glisse vers là et ce qui attire les gens des palaces, c'est que nous, on a des process qui sont beaucoup plus cool. Oui. Cool mais pro. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même tu as du beaucoup plus de libre arbitre que dans les palaces. Tu peux quand même amener ta touche, tu Il y a peux il y quand a même une notion quand même de polyvalence qu'on n'a pas dans le Palace, oui, faut aussi être honnête. oui, oui, Au Palace, tu as une fiche de poste, tu fais ce qu'on te dit et tu oui, exécutes. Où là et moi je l'ai vu parce que je discutais justement ce matin avec ton directeur général au Grand Pigalle, qui est un ancien du oui, Peninsula et qui lui en effet a un côté, transversal, horizontal, beaucoup plus large que ce qu'il aurait eu ouais, s'il avait été tout dans un à fait Palace. et ça va potentiellement beaucoup plus vite aussi Oui. et puis, on continue à avoir un accès extrêmement, très enfin, je veux dire, on n'a pas moi, j'ai pas de je suis, genre tout le monde a mon 06, tout le monde est en ligne directe avec Et tu es moi. dans tes hôtels? Oui, j'y suis. Alors malheureusement, j'y suis un peu moins qu'avant. J'imagine. Un peu moins qu'avant, mais j'y suis et puis on est quand même 4, donc on est quand même pas mal Ouais. et donc on continue à avoir cette présence et on a vraiment on continue à maintenir un accès très direct. On fait plein de séminaires une fois par an, on part avec tous les directeurs hôteliers, on fait du brainstorming, on se rend hyper accessible et ça, c'est potentiellement aussi un truc qui est difficile dans une grande institution quand tu as un grand groupe hôtelier, tu parles pas forcément tous les jours avec le fondateur, quoi, voilà. Oui. Donc ça, c'est hyper important et effectivement, on a ce que j'aime beaucoup chez nous, ce qui est difficile à maîtriser parce que parfois, hem, ça dérape un peu évidemment, mais on a 95 de process qui sont propres à Experimental Group, qui sont notre ADN, qui sont la trame de notre système. Puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un ancrage très local. On a souvent un chef auteur qui est souvent local. On a une Mmh. clientèle un peu différente. Donc tu as quand même 5 on va dire 10 qui est un peu lié à l'emplacement, qui est un peu lié au personnel que tu as sur place et qui donne aussi un peu ce côté exotique. C'est-à-dire quand tu vas à Colly Manor, tu as vraiment l'impression d'être dans la campagne anglaise. Le personnel connaît le truc, il y a un accent différent, et cetera. C'est pas du staff de Paris C'est avec ce le que même j'allais te accent. demander, donc vous Il y recrutez en a local exactement. et il y a qu'un faible pourcentage, de ton staff qui bouge d'hôtel en hôtel aussi Oui, pour on a des s'assurer équipes d'ouverture, il faut on a quand des même gens que qui tes forment, et codes, cetera. qui soient transmis, ton ADN. Exactement, ça je vais y venir. Mais ce qui est génial, c'est que tu as quand même une sorte de quand tu es un directeur de chez nous, tu as ton guidebook qui est très important, Oui. qui reste important, mais tu as une certaine liberté qui me plaît beaucoup à des gens qui sortaient des grands palaces parce qu'ils ont, la chance de pouvoir s'exprimer. Même dans l'univers du bar, je me rappelle un de mes premiers head partners, c'était, Michael Mas qui était le head partner un des heads du parc Hyatt et le mec, il était, costume cravate, nickel et tout et puis, 1 mois après chez moi, il avait la barbe comme ça. Il était enfin genre, c'était un mec exceptionnel, mais en fait, il se sentait oppressé dans cet univers peut-être trop codifié. Voilà, ça c'est super et puis après on a
déjà, on a une culture d'entreprise qui est très forte, qui est très cool, qui est très sympa. On fait plein d'événements, plein de fêtes. Donc ça te donne envie de garder, ça te donne envie de rester, ça te donne envie de rester dans le groupe. Donc ça, c'est pour ça qu'on a un peu moins de turnover. On a aussi, on a plein d'avantages. Tu peux aller dans les lieux, quand les hôtels sont pas pleins, quand tu as des périodes creuses, tu peux avoir des prix Et donc ultra avantageux. tes employés, tes collaborateurs, ils sont attachés au groupe expérimental ou est-ce que c'est vraiment lié à chaque établissement? Ce que Non, j'entends c'est les 2. Ouais. On a un back office de 60 personnes maintenant, D'accord. qui sont des OP qui bougent, des directeurs qui bougent, on a même des chefs de rang genre, sauveurs, tu vois? Qui vont: «Ah il y a une petite faiblesse dans tel restaurant, Ça, boum, il c'est un part peu pendant ton 3 mois». noyau dur, Exactement. du groupe qui se Comptabilité, déplace. développement, finance, et cetera. Là, on est super structuré puisque d'ailleurs aujourd'hui, c'est un service qu'on vend. Puisque quand on est en asset extrêmement light, quand on est en management, c'est-à-dire ça arrive sur certains projets, le cas de Minorque, où l'intégralité de l'hôtel appartient à un de mes partenaires et aujourd'hui on le gère pour lui, mais on gère aussi la partie finance, donc c'est des choses qu'on facture. Donc ça, on est ultra structuré là-dessus et puis après, chaque hôtel a sa vie et c'est là où elle a une vie à 90 expérimentale et une petite latitude qui permet aussi d'avoir ce côté un peu exotique, d'aller chercher un produit, spécifique, là-bas, le chef barman peut apporter sa spécialité. Évidemment, contre une validation d'un senior de chez nous ou d'un manager et cetera, pas de problème. Mais par contre, tu as quand même tu as un peu de libre arbitre et c'est ce qui plaît aussi et c'est ce qui fait aussi la qualité à mon sens, de nos lieux. Ce qui a été un peu perdu dans l'hôtellerie de luxe ces dernières années, que tu retrouves aussi beaucoup moi, je suis un grand fan des palaces, mais ces derniers temps, tu as des gens très compétents, tu en as qui le sont un peu moins et qui appliquent des process de manière très robotique et donc ton expérience client est un peu déshumanisée. Et ce qu'il y a pas chez nous, parce que quand tu vas à Collimanoir, je reprends cet exemple parce que c'est très authentique, tu vas parler au bartender, tu sais que tu es pas dans pardon du mot, tu es pas dans une chaîne d'hôtels internationale. Tu es sûr et certain que tu es à la campagne anglaise, quoi. Tu vois? Il y a vraiment de l'authenticité. Le mec, il connaît les produits, il connaît le terroir, il connaît les trucs, ça peut pas tromper. Et ça, Complètement, c'est ouais. difficile quand tu as tes process extrêmement cadrés, où en fait, tu n'as pas du tout la chance de pouvoir exprimer ta propre personnalité. Ouais, ce qui est Voilà. intéressant, c'est que, ça rép dans le process que tu nous as raconté, ça répondait à d'abord une clientèle, à une typologie de clientèle où vous avez proposé différents codes, mais du coup, vous avez aussi cassé les codes du côté personnel et j'ai l'impression que l'expérience collaborateur que vous Oui, proposez, oui, elle est aussi complètement différente. On parle des palaces. Alors tu sais qu'en effet, moi, je suis un oui, parti pris parce que, c'est tout mon historique. Pour autant, je reconnais que en effet, c'est très rigide, c'est très codifié oui. et on perd, tout un potentiel d'hôteliers restaurateurs qui peuvent être très bons dans le côté relationnel, mais parce qu'on leur impose trop de codes et j'ai l'impression que toi, tu n'as pas ça justement et que tu Oui. proposes cette expérience un peu différente. Exactement et puis surtout, c'est basé sur un échange permanent avec les équipes ce qui fait qu'il n'y a pas une personne chez nous, enfin évidemment une personne, on a beaucoup maintenant, on est beaucoup, mais on va dire sur les managers ou ceux qui commencent à gravir les échelons chez nous, il y a vraiment une communication permanente. S'ils pensent qu'ils ont une bonne idée pour améliorer l'expérience client, on est ouvert d'esprit et on en parle et ça va très vite et ça, c'est vraiment génial pour les Il y a un collaborateurs. côté presque start-up dans ce que tu me racontes. Complètement, Ouais, complètement. C'est de l'artisanat industrialisé. ouais, Voilà, comme ce que fait un peu d'une certaine manière, notre cher ami, Bernard Arnault. ouais. Bon voilà, on en est là et ça c'est génial. Après on a tout un process, qui a été mis en place de très à l'anglo-saxonne, d'onboarding on a un système que j'adore qui s'appelle les buddies. Donc quand tu rentres dans la boîte parce que ce qui Ah est ouais. très compliqué, c'est qu'on a des gens qui sont là depuis 10 ans ou peut-être moins, mais depuis longtemps. Ouais, est-ce que vous êtes presque déjà un vieux groupe selon Exactement. certains points? Ouais. Et donc il y a des parfois, il y a des process qui sont tellement easy pour certains, mais qui sont extrêmement compliqués quand tu viens de rentrer dans la boîte. Du coup, tu as ce qu'on appelle comme tu oses pas poser des questions, tu as un buddy qui est ton meilleur ami, Mmh. qui en fait, tu son 06 et tu as le droit de poser Ouais, toutes les très questions. anglo-saxon Genre, ça. exactement, où est-ce que je jette les cartons? Mmh. Où est-ce que machin? Pourquoi telle personne fait ci et pas celle-là? Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que tu me conseilles là? Et voilà, donc il a un accompagnement de 6 mois qui est vraiment genre, ton parrain et qui t'introduit dans la boîte et comme ça, tu connais tous les process avec quelqu'un qui est un peu plus senior. Déjà, ça crée de l'amitié Eh oui. et puis ça crée, voilà, un côté sympathique sans que tu te sentes ridicule de poser des questions parce que je comprends que parfois, tu peux avoir des trucs ou des faiblesses, voilà et sauf que là, tu pas obligé de l'avouer à ton manager, tu l'avoues à ton buddy. Ouais, il y a plein de sujets dans lesquels on pourrait aller, mais je vais te poser une dernière question,
un peu opérationnel avant d'élargir. Quand je suis rentré dans l'établissement, et c'est pareil, enfin donc l'établissement, on est au Grand Boulevard, et c'était Ouais, pareil au Grand Pigalle ce matin, j'ai vu le label Clé Verte. ouais, Comment vous êtes aujourd'hui par rapport à la démarche vert, et puis ouais. peut-être même plus largement sur de la RSE? Ouais, très bien. Alors écoute, c'est mon sujet. C'est mon sujet, je le D'accord. connais hyper bien. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est moi qui ai été un peu l'instigateur de Clé Verte chez nous. C'est aussi un sujet qui est énormément, comment dire? Qui est très méconnu et en fait, donc il faut être extrêmement prudent. Il faut surtout pas moi je suis un pour le coup, je fais attention à ne pas faire un seul moment de greenwashing, de communiquer sur le vert, sur le truc comme tous les industriels le font. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'inconnus. Enfin, enfin, la première question, c'est: tu as un voyageur, il a pris un avion, il est venu en taxi et cetera, il a déjà son bilan carbone déjà, pas bon, OK? complètement. Ça, je peux rien y faire. Donc Mmh. quand il arrive dans mon hôtel, la moindre des choses, c'est que nous, on fasse le maximum possible pour nous, que son séjour soit le moins consommateur d'énergie. Cela dit, ça reste aussi très relatif parce que tu as un établissement, tu as de l'électricité, tu dois chauffer, tu as des climatiseurs. Je vois pas un des hôtels sans climatiseur, ça ne peut pas fonctionner. Tu as des clients qui ont envie, on leur propose de ne pas changer leur serviette, de ne pas changer de drap. Tu payes ta chambre un certain prix. Si tu veux changer tes draps, tu changes tes draps. Voilà. Bien sûr. On n'est vraiment pas sur quelque chose de culpabilisant, on est sur un accompagnement. Ça va sur des trucs qui étaient très simples, c'était facile à faire pour nous, par exemple le gaspillage alimentaire, de pas laisser des clims pareil, je reparlais des clims, de pas laisser les clims allumés quand les chambres sont vides. Tout ça, c'est des basiques, c'est vraiment beaucoup lié à l'énergie. On pense toujours que le côté clé verte, c'est du greenwashing, tu vas arriver, tu vas avoir un arbre dans l'entrée, les gens ils vont arriver, ils sont un peu babacool, c'est pas du tout ça, c'est pas comme quand tu vas chez Naturalia, quoi, c'est pas cette ambiance-là. Complètement. C'est plutôt des trucs basiques, c'est l'énergie. Tout se joue là-dessus. C'est-à-dire, Bah, c'est un ton fort, frigo, il est réglé en point en tes congélateurs vides, ils sont à -15 et tu les éteins pas quand ils sont vides. C'est du basique. Tu laisses tous les années les ordinateurs allumés, pleine balle, sans les mettre en veille. C'est le combat qu'on a aujourd'hui, c'est l'énergie. Ça, on essaie de faire un effort et on a été labellisé Clé Verte, on était prix du jury ici, parce qu'on a plein d'avantages. On a un potager qui est, juste en dessous. d'accord. On a beaucoup d'espaces verts, on respire ici, on a essayé de réfléchir à plein de choses, des compteurs divisionnaires, on fait plein de choses qui sont des trucs très techniques, voilà et on est en train de labelliser tous les hôtels d'Europe, enfin tous nos hôtels. Mais c'est en effet infini, et tu peux aussi te dire que ça peut être contradictoire avec cette dynamique d'ouvrir tout le temps plein d'hôtels, parce que comme tu dis, bah, tu fais venir des clients qui voyagent du bout du Bien monde, sûr, donc il faut trouver un juste bien sûr, équilibre. moi je suis vraiment, enfin il y a un peu une chasse aux sorcières sur tout le voyage en avion et cetera. C'est un peu compliqué, évidemment c'est génial de pouvoir prendre le train en majorité et de prendre moins l'avion ou en tout cas de faire des voyages moins stupides. Ça enfin le mass market tourisme, je considère que c'est une chose exceptionnelle qui arrive pour beaucoup, beaucoup de gens, donc c'est pas du tout à quelque chose à remettre en question, mais il y a des manières de le faire. On l'a vu, heu, on l'a vu dans tout ce cafouillage, à Venise où on est très présent, où tu as ces yachts dont Ouais, tout le qui monde arrivent dans la proteste, baie là, mais il faut savoir pendant 30 ans, tout le monde était ravi parce que ça faisait tourner les commerces locaux. bien sûr. Donc en fait, tout ça, c'est une hypocrisie absolue et donc faut savoir, On veut pas qu'ils voilà. viennent, mais on veut bien leur argent par contre. Exactement, exactement. Et maintenant, tout le monde est dégoûté et cetera, tout simplement parce que dans les yachts, ils ont décidé de faire les boutiques dans les yachts. Donc en fait, plus personne ne dépense de l'argent à Venise, donc les gens, ils restent complètement en autarcie sur le yacht. Bon bref, tout ça pour dire que je ne suis pas un grand écolo qui va essayer de sauver le monde. Par contre, j'ai un outil de travail, j'ai un outil de vente qui est ce que c'est et donc la meilleure chose à faire, c'est de faire le maximum pour arrêter le gaspillage, Mmh. absolu et d'essayer un tout petit peu, encore une fois, pas de manière culpabilisante, de sensibiliser les clients en essayant d'aller chercher des trucs parfois qui sont extrêmement simples. Par exemple, de laver à l'eau ozonée plutôt qu'enlever les produits chimiques. Qu'est-ce que ça change? C'est Comme 10 tu dis, il fois y a mieux, plein de bonnes ch il y a plein 10 de fois mieux. petites choses, et c'est Voilà beaucoup de bon sens, et on peut déjà réduire à coup de millions et de tonnes, et de carbone, mais ce que tu disais par rapport au développement, on a aussi cette problématique dans les travaux, puisqu'on fait beaucoup de travaux. Alors parfois pareil, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Il y a une réalité économique qui fait que, tu peux pas sur un immeuble, par exemple Biarritz, qui est un immeuble qui date de 1920, ouais, tu peux pas faire de l'isolation thermique optimale, complètement. donc tu fais ce que tu peux. Tu essaies de trouver des meilleurs systèmes, tu essaies de trouver, voilà, mais tu ne peux pas enfin voilà, encore une fois,
il faut être pragmatique, on essaie de faire le meilleur effort dans tous les établissements. Mmh. C'est la même chose pour le RSE. On est une boîte, nous on a toujours eu énormément de parité. Les plus hauts jobs chez moi sont des femmes. On a 50 nationalités différentes. On a toujours été un groupe très ouvert. Il n'y a jamais de questions qui se sont posées. On a des gens extrêmement jeunes. Donc, il y a une ouverture d'esprit assez géniale. Donc, si tu veux, ça s'est fait assez naturellement. Et la Clé Verte, il y a vraiment une volonté pour voilà. Bah, ça vient labelliser et reconnaître Ouais, ce exactement, travail fourni. Mais je exactement. suis content d'entendre, tu vois, sur le côté dire, en effet, on veut pas faire de greenwashing, on a conscience qu'on n'est pas parfait et Ouais. il y a plein d'efforts. Pour autant, avec ton outil de travail, tu essayes déjà Exactement, de bien mettre sûr, des choses en bien sûr, place, bien sûr. et tout n'est pas vert. Exactement, exactement. Ouais, clairement. Écoute, on a fait un bon tour. Je pense que, bon, toi et moi, en bons passionnés, on pourrait creuser chacune de Oui, ces moi, thématiques. je peux parler toute la journée. Et encore, on n'a pas abordé la restauration, on n'a pas abordé, il y a encore plein de choses. Peut-être qu'on refera une suite, mais je voudrais élargir. Avant ça, te proposer un rapide jeu que j'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles. Tu nous partages un mot-clé qui, s'est utilisé par les auditeurs sur Apple Podcast ou ça peut être sur la vidéo de YouTube puisque notre contenu sera aussi sur YouTube. Donc, s'ils utilisent ce mot-clé, ils obtiennent un bénéfice de ton choix. Ok, très bien, super. Donc, je pense que le mot-clé, c'est expérimental, c'est pas mal. Expérimental. Et puis, je pense qu'il faut venir ici déguster un cocktail à deux au Shell ou au Shell s'il fait beau, qui est le rooftop, parce on a énormément travaillé depuis janvier, surtout à une carte avec des cocktails sans alcool. Et alcool, évidemment, c'est au choix évidemment du consommateur. Mais on a fait les choses bien, donc il y a plein de choses à goûter. Donc on peut vraiment venir avec la personne de son choix, même quelqu'un qui boit moins d'alcool, parce qu'on a tout un programme de ce qu'on appelle, c'est très anglo-saxon aussi, des no ABV, donc sans alcool, les low ABV, des cocktails qui te font tourner moins la tête si tu les prends à l'apéro, Ah, d'accord. et un programme de cocktails classiques. Voilà, et ça, c'est vraiment une des cartes à cocktails, de cocktails les plus abouties, en tout cas chez nous en ce moment. C'est vrai, c'est hyper intéressant. Ouais, Ouais. génial. Bon, bah, venez au Grand Boulevard pour boire un cocktail avec nous. Est-ce que dans ton emploi du temps d'entrepreneur très chargé, est-ce que tu as le temps de lire? Pas trop, pas trop. Alors c'est une question, alors déjà moi j'ai un énorme problème d'attention. D'accord. Je suis tellement chargé de choses qui se passent Bah, dans c'est une mon bonne nouvelle, on arrive à ouais. monter un business comme le tien et avoir des troubles d'attention quand même à Non mais côté. c'est une C'est un catastrophe. bon message. Je n'arrive pas à regarder un film par exemple. Je regarde le film au bout d'un quart d'heure, je suis dans mes pensées, je me dis: «Ah mais attends, mais on aurait pu faire ci au bout» et en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal quoi. J'ai du mal à suivre, donc j'ai beaucoup de mal à lire. Je lis beaucoup la presse. J'ai lu des choses qui me plaisaient beaucoup, j'ai un livre qui m'avait beaucoup marqué, je me souviens plus du titre, mais qui était sur les méthodes des commerciaux et où il y avait un truc qui était sur la théorie de l'engagement, qui est les moyens que le marketing utilise pour t'accrocher. Tu vas dans une boutique pour acheter, Côté un peu neurosciences. ouais, exactement. Ou en fait, tu vas acheter un canapé bleu et tu ressors avec un Ouais, canapé du rose et que tu as l'impression d'avoir fait ouais. une affaire. Comme, C'est, comme dans Influence et Manipulation, il parle de ça aussi. oui, mais je crois que c'est ce livre. Ah, Ouais, je crois que c'est Robert ce livre. Caldani. Oui, mais d'accord, ouais, c'est ça, ça m'a Bah, ça fait partie de mes lectures du moment. Tu vois, génial, donc. génial, génial. Et voilà, mais donc c'est vrai que je lis pas beaucoup, non, c'est vrai. OK. Bah, on peut pas tout faire, hein. Ouais. À défaut d'avoir de la lecture à proposer, est-ce que tu as une citation que tu utilises ou un mantra que tu aimes te répéter? Oui, alors, c'est donc une citation que tu connais du coup, qui est un truc qui est très dark, hein, mais que j'explique pourquoi. Parce que, on a c'est un truc en fait, d'une certaine manière, c'est très baba cool. C'est-à-dire que dans notre métier, on a malheureusement eu énormément de déboires, énormément de gens qui ont été contre nous, on a eu des mauvaises surprises et cetera. Et en fait, c'est basé sur le principe de la vengeance. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien d'aller poursuivre des gens parce qu'ils t'ont déçu, parce qu'ils t'ont arnaqué ou parce qu'ils n'ont pas été à la bonne personne. Et ça, c'est un proverbe indien, je pense, qui dit: «Assieds-toi au bord de la route et tu verras le cadavre de ton ennemi Mmh. passer». C'est-à-dire qu'en gros, ça ne sert à rien de poursuivre, des gens qui t'ont déçu, des gens qui t'ont fait mal ou qui t'ont arnaqué, à perdre du temps. Je veux dire, quand les gens agissent mal, et c'est aussi ma philosophie de vie, de Ouais. toujours, en tout cas, d'agir bien et d'être bienveillant et d'essayer de faire les choses bien, parce que je considère que je serai toujours droit dans mes bottes vis-à-vis de ça. Et les gens qui agissent mal dans le business ou dans leur entreprise ou dans leur manière d'être, ils finissent par se planter.
Complètement, Voilà. ouais. Moi, je trouve pas macabre, hein, je l'aime beaucoup cette, citation et je l'avais déjà lu dans je sais pas si c'est dans j'arrive pas à savoir si c'est hindouiste ou bouddhiste, bon, peu importe, en tout cas, il y a cette logique de patience, de résilience aussi Exactement. et il y a un moment, Ouais. la justice se fait quelque part et c'est bien d'entendre toi qui as quelques années Ouais. de recul et d'entrepreneuriat pour les plus jeunes qui nous écoutent. Patientez, vous allez voir, Non, bien on sûr, peut ça sert à devenir rien et un Olivier Bon, on peut avec quand on est en colère, on peut perdre beaucoup de temps, beaucoup ouais. d'énergie et beaucoup d'argent et ça vraiment la colère, faut le mettre de côté. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ça. Hem, après toi, pour parler Ouais, de vas-y. alors ouais, non, mais c'est marrant parce qu'en fait, il faudrait que tu invites, qui est encore plus qui est en fait, j'ai mon business partner, donc Xavier Padovani. Oui, Je pense que c'est lui que tu devrais à l'occasion inviter. pour Heu faire une suite, Ouais, expérimentale. exactement et alors Xavier, c'est génial parce qu'en fait, je le connais au quotidien, mais je connaissais pas son background et alors j'ai eu l'occasion très récemment d'aller, à l'Institut Life, qui est anciennement Paul Bocuse, Oui. avec qui on travaille, de manière assez collaborative parce que, on adore, je trouve ça génial et puis j'ai rencontré, 400 étudiants, tous motivés. J'ai eu le sentiment, j'ai reçu plein de messages comme quoi je leur avais un peu ouvert l'esprit justement sur l'hôtellerie et que l'hôtellerie, c'était pas forcément que du luxe et du palace, parce ils veulent tous avoir un background palace, ce que je comprends. Mais là, ils se sont dit: «Il y a peut-être des choses à faire un peu révolutionnaires, un peu des trucs Mmh. un peu casser un peu les codes» et en fait, j'ai écouté, le speech de Xavier devant tous les étudiants et il a raconté, sa vie et sa jeunesse chez Paul Bocuse, où il était avec monsieur Paul dans les Ah, cuisines. Il dingue. raconte des anecdotes, la manière dont il a appris la restauration, la manière dont, Bocuse travaillait. Puis après, sa vie quand il est parti, jeune, faire ouvrir des bars, notamment Mama Shelter et avant les Sanderson avec Philippe Stark, et cetera et en fait, je connaissais pas bien son histoire et c'est absolument passionnant et beaucoup plus terrain, beaucoup moins, entre guillemets «business» que ce que je viens de raconter. Par contre, vraiment très, très, très drôle, très dynamique, c'est vraiment c'est passionnant. Bon, bah, l'avantage, c'est que ce sera facile pour une Ouais, mise en relation bien sûr, et bien sûr, prochaine saison, on peut bien enregistrer, sûr. une suite. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, comment on peut me contacter? Par plein de moyens, donc par email, par, les réseaux sociaux. Alors moi, je suis moins LinkedIn parce que mon associé y est à fond. Je trouve que c'est trop professionnel, c'est trop, costume cravate, donc c'est je veux me Ça va pas avec tes codes, hein? ouais, c'est exactement. Donc ça me saoule un peu. Je suis assez j'active enfin, je suis bien, je regarde beaucoup, Instagram parce que mon compte est actif, donc on peut m'envoyer des messages, je réponds tout le temps. C'est Olivier Bon? Sauf pour, les 10 messages que je reçois par jour pour augmenter ma communauté. Mais oui, c'est Olivier Bon expérimental, ça marche bien et puis après mon email, je donne pas mon portable, mais Ouais, pourquoi pas. parfait, ben, on partagera Je ton suis email. vraiment, encore une fois, on répond à tout le monde, on reçoit moi je me passe ma vie parce qu'on l'a fait pour moi quand j'étais jeune. Je reçois des gens qui ont une idée, pour monter un projet, je prends un café avec eux, je les conseille de manière Mmh, parfaitement, sans rien attendre en retour. C'est vraiment une chose que je fais très très fréquemment. mmh, Voilà. OK. On va clôturer, mais je vais quand même te poser cette question. C'est quoi ton cocktail favori? Alors je vais être un peu vieux jeu, mais c'est un truc qui est assez génial. Moi, j'ai 2 cocktails favoris, c'est des plus vieux classiques, c'est Manhattan et Dry Martini. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le fondement du cocktail. C'est le cocktail les avec le moins d'ingrédients, puisqu'ils ont 2 et 1 et demi, on va dire et pourtant, c'est parmi les cocktails les plus durs à réaliser et donc ce qui est génial, c'est que quand vous voyagez, c'est mon code. Vous demandez à un bartender un Manhattan ou un Dry Martini fait pour on va dire le Manhattan parce que c'est vraiment mon cocktail préféré et si vous le voyez faire, s'il est pas bon, vous commandez une bière ou un verre de vin. On arrête là. S'il est bon, vous savez que ça sera un bon bartender. Parce que ce n'est qu'une question de dilution, Mmh, de mouvement, des bons produits et de savoir-faire et c'est un peu comme, le classique vous postulez pour un job de chef et qu'on vous demande de faire une omelette. C'est aussi simple que ça. Les trucs les plus simples sont parfois les plus durs à réaliser. le J'adore. Manhattan, c'est l'omelette, du barman Exactement, alors. exactement. Et puis après, il y a eu des best-sellers chez l'expérimental comme le Old Cuban, qu'on va remettre à New York là avec la réouverture qui sont à base de champagne, qui est un genre de mojito revisité. C'est un Mmh. cocktail qui a été un de nos succès, qui vient d'une bartender new-yorkaise de New York, qui s'appelle Audrey Sanders. Donc c'est pareil, il y a tellement d'histoires avec ça, c'est un Ouais. truc que j'aime tellement. Ouais, Voilà. je comprends. Écoute Olivier, il y a une tradition sur ce podcast, ça s'appelle le message, aux insiders. Si tu avais un dernier message et c'est la seule fois de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras, quel message serait-il?
Si vous voulez entreprendre, n'écoutez pas les gens qui vous conseillent. Ça, c'est une certitude, il faut faire les choses comme on le sent et avec de la passion et ne pas imaginer, enfin que la passion et l'envie sont la plus grande locomotive pour réussir, c'est tout et on peut devenir en quelques semaines, un des meilleurs bartenders du monde, on peut devenir un grand maître d'hôtel, on peut devenir un entrepreneur en quelques semaines avec énormément de passion et pas forcément 10 ans de formation, 10 ans d'études, 10 ans de background. Voilà, ça c'est vraiment et si on n'est pas sûr de soi, il faut passer son chemin.